C'est le grand oral des grandes gueules. Ah, il est venu de loin ce jingle, mais il est quand même passé. Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la France Insoumise. Bientôt animatrice télé. Oui, je vais tenir une chronique toutes les semaines dans la nouvelle émission de Thierry Ardisson qui s'appelle Les Terriens du dimanche. La France Insoumise, salariée par Bolloré. Alors juridiquement, c'est pas le cas. C'est pas. Je ne suis pas salariée d'ailleurs. Vous savez, moi, je suis avocate, donc c'est une profession libérale. Et Vous êtes on payé est, pour cela? Pour ma chronique, oui, bien entendu. Combien? Ah, ça, je vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que vous me dites pas combien vous êtes payé. Et autour de la table, personne dit combien il est payé. Non, mais vous. Donc, ce serait bien qu'on attendez. Non, mais vous êtes un responsable politique. Ah bon, je suis élu, moi? Non, mais attendez, il faut le dire si j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de facturer mes honoraires, faut le dire. Non, mais vous serez donc salarié de Bolloré à la rentrée. Non, justement. Ou de la boîte de production. Non, premièrement, je ne peux pas être salarié. Oui, parce que vous êtes avocate. Parce que vous allez facturer. Donc, je suis d'une profession qui déontologiquement tient beaucoup à son indépendance. C'est très important quand dans notre serment d'avocat, je souhaite à Charles Consigny de pouvoir lever la main et dire je le jure le moment venu. Il jure à l'indépendance. Nous jurons à l'indépendance, c'est très important. Voilà. Et donc effectivement, je ne suis pas dans un lien salarié ni avec la maison de production Télé Paris qui est donc dirigée par Stéphane Simon, c'est lui qui m'a proposé la chronique, ni avec C8 d'ailleurs, puisque de toute façon c'est la production Stéphane Simon qui gère tout ça et encore moins avec Bolloré. Reconnaissez que c'est baroque de voir l'une des porte-voix de la France Insoumise venir travailler pour un groupe qui par ailleurs a été dénoncé par la France Insoumise, Vincent Bolloré, au moment de l'affaire d'ITélé. Alors est-ce que c'est un reniement? Est-ce qu'on dit une chose d'un côté et puis de l'autre on en dit une autre? Non, au contraire, il me semble que moi je suis assez constante dans mes propos. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention de continuer de l'être dans ma chronique. Vous serez libre? Vous serez libre de dire du mal, par exemple, de l'actionnaire principal de la chaîne? Mais je suis libre, d'une façon générale, de dire ce que je veux. D'ailleurs, contrairement à mes interventions dans les autres médias, parce que je rappelle que c'est quand même pas la première fois que je suis de façon récurrente à la télé. D'ailleurs, j'ai eu une émission pratiquement 1 an sur BFM, avec, à l'époque, Christophe Ondelat qui m'avait organisé ça avec Marie-Laure Harel. On avait un débat tous les week-ends sur BFM. Là, c'était Christophe Ondelat qui choisissait les sujets. Et cette fois-ci, c'est plutôt moi qui vais apporter des sujets. C'est ça que j'ai l'intention de faire. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que les insoumis, voilà, maintenant, c'est un fait culturel en France. Ça représente beaucoup de monde. Et c'est normal aussi que nous ayons notre protagonisme à la télé et pas que à la demande, voilà, des chaînes comme la vôtre ou les autres de vos émissions. Ça vous choque ou pas? J'en sais que sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait réagir. Charles Consigny. Non, moi ça me choque pas tant que, enfin je sais pas, si vous voulez, ça me choque pas, ça montre juste quand même un peu qu'il y a une certaine tartufferie chez les insoumis. Je le dis sans aucune animosité, mais vous prétendez revenir sur l'économie de marché, passer les riches au scalpel, trancher les têtes des accaparants, comme on disait en 1789. Et en fait, vous arrivez ici, vous avez 2 iPhones qui sont tout à fait le fruit du capitalisme libéral le plus sauvage, et c'est et ça contribue à votre bonheur. Vous chroniquez dans une émission qui est en effet la propriété d'un grand industriel français qui est tout ce qu'il y a de plus capitaliste et libéral, et donc vous jouissez du capitalisme libéral tout en prétendant le combattre politiquement, c'est tout. Mais il vous a quand même pas échappé, et je le dis sans animosité, que nous sommes dans une société où l'enjeu culturel est important. Il faut faire véhiculer ses idées. Et chaque fois, effectivement, que je vais dans une émission, eh bien, il y a de la pub avant, de la pub après. Et là, aujourd'hui, à quel moment vous dites je me compromets? Je termine. Là, à ce moment-là, en ce moment où on parle, là, je fais de l'argent pour N23, pour RMC. Vous allez placer des pubs avant et après. Pas sûr. Peut-être que des gens c'est sûr, il y a de la pub avant et après. De l'émission en vous écoutant. Peut-être que nous perdons des auditeurs aussi. Ou alors, oui, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi qui faisons perdre plus d'auditeurs. On comprend qu'il y a des gens. On a des très bonnes audiences. En tout cas, il n'y a pas le risque de compromission, en fait. En attendant, si je suis invité ici aujourd'hui, je ne vais pas forcer la porte d'entrée. Vous m'avez invité ici. Oui, mais on ne vous paye pas, c'est la différence avec l'émission. Non, mais la différence est de nature sur le fait que vous gagnez de l'argent parce que je viens ici faire du débat entre vos plages de pub. Ça ne change rien. Mais vous êtes là aussi pour faire passer vos idées, donc c'est du gagnant-gagnant. Et ben donc vous dites ça à votre chroniqueur. Oui, mais c'est pas la même chose, là. Si, parce que lui, il part du principe. Il part du principe que quand j'achète un téléphone, je suis en train de. Arrêtez. Mais là, parce que vous voyez bien ce que je veux vous dire, madame. Non, je vois bien ce que vous essayez. C'est peut-être toute l'ambiguïté de la France Insoumise.
insoumise. Non, de votre posture. mais non, pas du Mais tout. si. Parce que sauf que Vous êtes vous à la fois cherchez à dedans dire. et à l'extérieur. Non. Mon discours est cohérent. Si un jour je disais blanc et un jour je disais noir, là vous pourriez me critiquer, vous pourriez me dire, vous avez quand Madame même critiqué Garrido, Bolloré au moment donc c'est d'ITélé bien la et vous preuve. travaillez pour lui. Est-ce que c'est cohérent? Je travaille pas plus pour lui que ce que je travaille à l'instant où on vous parle pour Drahi. non, alors là, Vous si. avez un En tout téléphone cas, qui Il y a votre sonne. téléphone qui sonne. Voilà. Et moi, en tout cas, ce Et que je ça voulais vous aussi, c'est dire, interdit pour parce les que insoumis. vous savez que Non, mais attendez, calmez-vous là. Non, mais c'est vrai tout ou le c'est monde pas est vrai très qu'à calme. l'instant où je parle, là, je rapporte des sous à Drahi? Je sais pas, il faudra voir la régie pub. Non, mais c'est votre intention quand même. vous Vous essayez- faites non, du non, mais média. là, vous faites une construction Ah, intellectuelle bah qui marche ouais. pas. Simplement, Ah ce que bon, je veux dire pour non, mais On vous a préciser... pas attendez. recruté, En on fait, vous a en pas fait, pensé. je vais vous dire, Ne vous parlez êtes... pas toute seule parce que c'est quand même un débat. Là, on peut un peu D'accord, échanger. donc Ce que je voulais viens juste dire t'inviter, pour mais je peux pas préciser- trop parler. Non, mais pour Allez-y, préciser ma allez-y. pensée, chère madame, c'est que les Insoumis, votre mouvement, qui a toute notre sympathie, en Oui. effet, il y en a, on les reçoit. Je suis désolé, on les reçoit souvent. C'est plutôt des gens sympas. Corbière est un type sympa. Mélenchon ronchonne, mais il est peut-être sympa quand même derrière ses ronchonnades. question. Ce que je veux dire, c'est que quand on écoute vos discours de près, en fait, vous voulez que la France devienne un pays qui ressemblerait un peu à Cuba. Vous voulez que l'État gère tout. Vous pouvez me laisser dire moi-même qu'on ce soit que je tous à pense, égalité non, de au ça. lieu de Non, mais c'est un peu caricaturer ça, ainsi. c'est un peu ça. Non, c'est pas un peu ça. Or, vous voyez bien que ça, en fait, c'est un cauchemar. avez lu parce que le vous ne- programme vous Avenir ne- en commun, ne vous l'avez lu Vous appliquez Bon. pas à vous-même. Alors, Raquel Garrido, on va écouter Karim Donc il faudrait que je vive. Non, mais attends, votre argument, pardonnez-moi, est faible. Parce que d'abord, premièrement, c'est faux que notre programme L'Avenir en commun, qui contient des centaines de propositions qui ont été débattues lors du débat, qui essentiellement c'est le passage à la 6e République, la redistribution des richesses, Voilà. la protection de l'écosystème. Bon, pardonnez-moi, ce sont des revendications qui ont plu à 20% de l'électorat français, donc ne les méprisez pas. Peut-être Mais même je qu'il y en a les qui méprise vous pas. écoutent à la télévision. Je les Ce ne méprise sont ni pas. les tartufferies, ni Cuba. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il ne m'a pas échappé que nous n'avions pas gagné les élections et que pour l'instant, c'est pas nous qui gouvernons. Donc, votre solution, c'est quoi? C'est que tant qu'on n'a pas gagné les élections, je dois aller sur aucun média? Je dois pas m'exprimer au motif que ça Si fait on gagner vous de voit souvent, l'argent? rassurez-vous. Bah, Karim Zeribi. donc, il n'y a pas de problème. Allez, Moi, passons la au sujet polémique suivant. qui est en train de naître, ou qui est déjà née d'ailleurs, puisque sur les réseaux sociaux ça a un peu buzzé, franchement, elle m'intéresse pas trop. Je dis la vérité. Et je pense qu'elle ne peut intéresser que ceux qui croient que Mélenchon est Che Guevara. Donc, moi, j'ai jamais cru que Mélenchon était Che Guevara. Je veux dire, il y a un positionnement politique, il y a des propositions pour faire évoluer la société. On est d'accord, on n'est pas avec. Ceci dit, je veux dire, c'est pas parce que tu vas sur une émission de télé sur C8 qui est dirigée par Bolloré, qui est l'actionnaire majoritaire, que tu renies tes convictions ou tes idées. Je veux dire, c'est un canal pour faire passer tes idées, pour dire qui tu es. Je veux dire, et aujourd'hui, tu peux pas vivre sans ça. Je veux dire, soyons clairs. Le porte-à-porte, c'est bien pendant les campagnes électorales. J'en ai fait, moi. Mais la réalité, c'est que entre les campagnes et entre le porte-à-porte, il y a quand même des vecteurs puissants de communication qui sont tenus par le grand capital. Et tu fais quoi? Tu fais la guerre au grand capital, où tu essaies effectivement. oui, c'est ce qu'ils font. Mais non, tu fais la guerre. Ils font pas la guerre. C'est là où, à mon avis, vous avez une idée qui est, à mon avis, un peu erronée. C'est qu'ils combattent, au nom de leur conviction, une certaine vision de la société et du monde. Et ils utilisent les vecteurs de communication détenus par le grand capital pour le dire. Ils vont pas sur les télés de Bolloré et autres pour dire le contraire. Ils vont dire ce qu'ils pensent. On verra. On jugera sur pièce. On cassera votre liberté de parole à partir de la rentrée. On va pas faire toute l'heure sur ça. Elina. Oui, alors moi je voudrais dire quelque chose quand même. Oui, me féliciter alors sachez déjà. que moi de toute façon dans mon quartier j'ai voté Daniel Obono. Alors pour vous dire. Ah bah c'est bien de gagner les élections de temps en temps. Mais je vous assure que c'est vrai. Mais moi, en tout cas, pour moi, soit on fait de la politique ou on est chroniqueur à la télé. Parce que la politique, c'est un vrai métier, et être chroniqueur, c'est aussi un vrai métier. Alors, moi, j'ai jamais gagné un seul centime. Attendez, je n'ai jamais gagné un seul centime de mon activité militante. Je ne suis pas élue, je ne l'ai jamais été. Même permanente, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais gagné ma vie que par mon propre métier. Et voilà. Militant. J'en tire pas. C'est comme interdit. ça. Donc on peut pas m'interdire de travailler au motif que je suis une insoumise, parce qu'à ce moment-là, les insoumis, ils peuvent plus rien faire dans la vie au motif que ce sont des gens engagés. Et moi, je respecte l'engagement
l'engagement citoyen. Je pense que c'est le sel de la terre. Je félicite les personnes qui sont engagées. Et si on commence à leur dire, vous les insoumis, vous n'avez plus le droit de gagner votre vie au motif que vous êtes insoumis, bon, alors soyons clairs, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, allez, on parle d'autre chose. Moi, il y a un truc. Et puis il y a aussi, pardonnez-moi, des gens qui sont payés chroniqueurs, qui font semblant qu'ils font pas de la politique alors qu'ils en font. Hein. Et ça aussi, c'est autre chose. Parce que la logique de Consigny, c'est de dire qu'il ne faut plus que j'aille à la télé. Il ne faut pas qu'on aille dans les trucs capitalistes. À partir du moment où les médias, pardonnez-moi, les médias appartiennent à 80% à 9 milliardaires, faites-moi la liste des médias dans lesquels j'ai le droit d'aller. Je dis absolument pas que vous n'avez pas le droit d'aller. Moi, je trouve ça très bien que vous soyez chroniqueuse dans cette émission. Je dis juste que du coup, vous vous rendez compte, ça vous permet de vous apercevoir que le capitalisme libéral est un modèle tout à fait agréable. Ça vous permet de vous payer, en tout cas. Alors, Raquel. Par contre, Raquel, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Quand il y a eu l'histoire des APL, je n'ai pas compris pourquoi on n'entendait pas la France insoumise. Ah bien tiens, justement, on a entendu. Regardez la séquence hier à l'Assemblée nationale pour dénoncer la baisse des APL. La France insoumise a apporté des pâtes, du pain de mie, de la sauce tomate. Elina, regarde. Je regarde. 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée au petit. Voilà, en même temps, monsieur le ministre, votre politique, c'est s'en prendre aux plus pauvres et rendre aux plus riches. Alors, pain de mie, sauce tomate, alors il faudra vérifier si ça fait vraiment 5 €. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, voilà ce qu'a dit Alexis Corbière. Démagogie, a répondu le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Personne n'a le monopole du cœur, mais certains semblent avoir le monopole de la démagogie. C'est vrai que c'est un peu démago de faire ça. Pourquoi mettre le nez aux députés dans le plat de pâtes, c'est démagogique. Au contraire, je pense que c'est eux qui se fourvoient complètement parce qu'ils ont promis à leurs électeurs un renouvellement de la vie politique, une certaine sensibilité nouvelle. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, ça n'a pas de nom. Les personnes qui perçoivent l'APL, c'est les personnes les plus pauvres dans notre pays. C'est-à-dire les personnes qui littéralement vivent en dessous du seuil de pauvreté. Non, ça c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il a raison, Charles. Si. Et pourtant, c'est pas vrai. Attendez, moi j'ai plein d'amis étudiants, ils touchent les APL, attendez, ils sont pas en dessous du seuil de pauvreté. D'abord, vous n'en savez rien, parce que le seuil de pauvreté... Par contre, je suis dans le métier, je peux vous assurer que Charles a raison sur ce point-là. Hein. Sur le fait que les gens... C'est pas forcément ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui ont l'APL, hein. Pas forcément, mais notamment chez les étudiants, puisque c'est pas sous condition de ressources. Ça, vous pouvez pas affirmer cela. Attendez, il y a 800 000 personnes étudiantes qui reçoivent l'APL. Vous pouvez pas dire que 800 000 étudiants sont sous le seuil de pauvreté. Et les millions d'autres qui perçoivent l'APL, il y en a 70% qui sont sous le seuil de pauvreté, d'accord ? 70%. Ça a été calculé. Ben si, c'est ce que je dis. Donc à partir du moment où vous avez dans ces millions de personnes qui perçoivent l'APL déjà des pauvres, d'accord ? Imaginez-vous. On fait la poche des pauvres, c'est ce que vous dites. Bah oui, déjà. Et deuxièmement, moi, il y a quelque chose qui me frappe, si vous voulez, c'est que en enlevant 5 € par mois à ces personnes, déjà vous allez faire basculer des gens sous le seuil de la pauvreté. Vous fabriquez des nouveaux pauvres. Et donc voilà un gouvernement qui fabrique des nouveaux pauvres. Et moi je me dis, mais c'est absolument immonde, c'est ignoble. Pourquoi faire pour faire une ristourne fiscale sur l'ISF? Non, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Oui, mais bien sûr, on a assez d'arggent. Écoutez, Bernard Arnault, il a été calculé par une association que ce qui va gagner... C'est Bernard Arnault qui devrait financer l'APL. Mais je veux dire, ce que rapporte c'est la ristourne fiscale qui va lui être faite par Macron grâce à la réforme de l'ISF est le double de ce que va rapporter ces 5 € par mois. Mais bon, madame, vous n'avez qu'à construire un groupe de luxe mondial, créer des dizaines de milliers d'emplois, bâtir une des premières industries en France, comme a fait Bernard Arnault ces dernières années, payer tous les impôts qu'il paye, et on verra après. Bon, on verra quoi. Un jour, il ne pourra plus en payer, ça ne réglera pas de problème. Visiblement, écoutez, je vais vous dire, si même le fait... systématiquement aux gens qui créent de la valeur, qui créent des richesses. Après, sur les APL, moi, je trouve que il est tout à fait déloyal de s'en prendre aux jeunes et aux étudiants parce que je sais que les jeunes et les étudiants sont dans des situations souvent très compliquées et que, en réalité, s'ils font des études sérieuses, ils peuvent pas vraiment travailler à côté.
toucher, en tout cas pas assez, ou alors pour des tout petits salaires. Donc pour eux, 5 euros, ça compte. C'est pas comme tous ces gens encroutés dans les prébendes publiques pour qui 5 euros devient une somme dérisoire. Ça, c'est une réalité. En revanche, si on est un tout petit peu pragmatique, on peut voir que les APL, et ça mais c'est factuel, n'ont eu comme seul effet que de faire d'augmenter de leur montant le montant des loyers. Tous les économistes. Tous les studios à Paris ont pris 200 euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a 200 euros d'APL. Moi, j'ai enrichi les propriétaires que vous dénoncez par ailleurs. Expliquez-moi voir en quoi le fait de baisser les APL va faire baisser les loyers dans le privé ? Non, mais ça veut dire que le système, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est mauvais, mais qu'on le prolonge d'année en année, parce que finalement, dès qu'on le touche, on est traité de faire la poche, vous faites la poche des pauvres, vous faites la poche des étudiants. Arrêtez de faire des circonvolutions. Si on voulait faire baisser les loyers pendant le privé, il y a des mesures pour cela. De régulation du marché. D'accord, mais comme quand on veut réguler le marché, vous sautez sur vos grands chevaux. Ça ne marche pas non plus. Ça marche pas. Avec vous, on peut rien faire si c'est faire les poches des pauvres. On peut faire des choses qui marchent. Donc faire les poches des pauvres, ça marche. Ça marche. Je dis pas que c'est une bonne chose. En revanche, factuellement, on sait que les aides au logement en France, les aides au logement, factuellement, tout le monde le dit, économistes de gauche comme de droite, c'est un des effets pervers, ça fait monter les prix, les Français sont pas mieux logés et il manque du logement partout. Là, ce que les députés de la France Insoumise ont voulu montrer, Olivier Truchot, ce que les députés de la France Insoumise ont montré aux députés En Marche, qui ont hurlé à la mort à la vue de ce sac de pâtes. C'est comme la kryptonite de Superman, quoi. Les mecs, ils ont hurlé, ils hurlaient. Et c'est absolument fou comme situation, parce que figurez-vous qu'il y a une règle, effectivement, du règlement intérieur de l'hémicycle qui dit qu'on n'a pas le droit d'amener des objets. Oui. Dans l'hémicycle. Mais par contre, il n'y a pas de règle pour en faire les poches aux pauvres. Il n'y a pas de règle qui dit que tu n'as pas le droit d'enlever 5 euros à des pauvres. Bah si, l'Assemblée le votera ou pas. L'Assemblée le votera ou pas. Le monde est un monde fou. Il y a une règle démocratique. L'Assemblée décidera ou non de voter cette baisse. C'est ce que je dis. Moi, je dis qu'il faudrait faire attention aux personnes pauvres, que dans ce pays, il y a suffisamment d'argent pour qu'on puisse faire vivre les gens avec un niveau de dignité. D'ailleurs, c'était dans le programme L'Avenir en commun, la garantie de dignité, que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord là-dessus ? On continue d'en parler avec Raquel Garrido et les Grandes Gueules. À tout de suite sur RMC et numéro 23. Allez, la suite, je peux vous dire que ça continue la discussion pendant la pub sur RMC numéro 23 avec Raquel Garrido face aux Grandes Gueules. Karim Zeribi. Non, moi je trouve que c'est une mauvaise mesure. La baisse de 5 euros. Bien, c'est évident que c'est une mauvaise mesure. Donc on a le sentiment que la question de la pauvreté n'est pas prise en compte dans notre pays. Et pas seulement le problématique des étudiants. Les étudiants, ok, mais les retraités qui ont une toute petite pension, qui ont travaillé toute leur vie, respect à quel moment? Donc les travailleurs qui sont à 1000 et quelques, à 1000 euros par mois, parce que c'est 1000 euros par mois, je veux dire. Donc tu fais comment pour vivre? Pour vivre. On parle pas de consommer, on parle de vivre. Donc on a une frange de la population à laquelle nous ne faisons pas partie, parce que nous sommes, je considère, des privilégiés, qui survit, et on prend une mesure qui touche cette frange de la population pour une partie d'entre elles. Même s'il est vrai qu'il y a des gens qui touchent l'APL, qui sont dans une configuration familiale. Bon, ok. Moi, je dis que c'est un faux problème. Le rapport, c'est celui de l'offre et de la demande en matière de logement. Nous avons trop de demandes par rapport à peu d'offres. Il faut construire du logement si vous voulez que les loyers baissent. C'est pas parce qu'on aura moins d'APL que les loyers baisseront. Mais c'est pas mécanique. Ah non, mais c'est pas pour ça qu'on a baissé l'APL. C'est parce qu'il manque de l'argent, si j'ai bien compris. Mais tu as expliqué dans l'échange que ça ferait peut-être pas de mal parce que ça va faire baisser les loyers. Que nenni. Faire baisser les loyers, c'est augmenter l'offre de logement. Et effectivement, c'est face à l'offre de logement augmentée et l'adéquation de l'offre de la demande que les loyers baisseront. Moi, encore une fois, je pense que cette mesure, elle n'est pas bonne. Et j'aurais préféré une mesure que la France Insoumise ne défendra pas. Demander à la moitié des Français qui ne paient pas d'impôts de payer 10 euros ou 15 euros d'impôts par an. Parce que je considère que dans le pacte citoyen... c'est dans le programme. Oui, dans l'impôt sur le revenu. C'est dans le programme de l'Avenir en commun, donc ne vous avancez pas trop vite. C'est bien. Il n'y a que 40% des Français qui paient l'impôt sur le revenu maintenant. Oui, il y en a 60% qui ne le paient pas. Je trouve que quelque part, c'est porter atteinte à la citoyenneté, à la dignité de ceux qui, aujourd'hui, ne contribuent pas à la solidarité nationale, même symbolique, 10 ou 15 euros. Même si on paye je peux te dire que si tu faisais payer les 15 euros par an aux 60% des Français qui ne paient pas d'impôt sur le revenu, ton budget il est bouclé. Et tu n'as pas besoin de toucher ceux qui aujourd'hui survivent.
D'accord avec ça, c'est pas normal que seuls 40% des Français payent l'impôt sur le revenu. Oui. On a concentré l'impôt sur les mêmes finalement. La réforme de la fiscalité de l'avenir en commun, enfin de la France insoumise dans l'avenir en commun est très exhaustive. Et d'ailleurs, pendant les élections présidentielles, il y avait un site où vous pouviez aller voir. Effectivement, l'idée c'est que tout le monde paye selon ses moyens, mais que tout le monde paye quelque chose. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle les classes moyennes qui sont extrêmement taxées. Et en revanche, les très grandes fortunes ne le sont pas. De moins en moins, voire pas du tout. Et alors, c'est pas avec Emmanuel Macron que ça va s'arranger, puisque lui, il arrive et c'est spectaculaire quand même, cette mesure, c'est très symbolique de dire aux 3000 personnes les plus riches de ce pays, on va vous faire des ristournes qui sont, c'est plusieurs millions, quoi. C'est des personnes qui vont récupérer des millions, on parle des millions. C'est-à-dire, là, la mesure sur l'APL, elle rapporte 32 millions. Et là, vous avez des contribuables hyper riches qui, rien que la ristourne pour une personne, c'est plus que 32 millions. Oui. C'est-à-dire est-ce que c'est pas... Mais est-ce que vous l'imaginez quand même? Parce que est-ce que vous imaginez qu'on prend 32 millions d'euros à toutes ces personnes qui en ont vraiment besoin, et contrairement à ce que dit Claire Petit, c'est pas rien 5 euros. J'ai lu qu'il y avait 11 millions de personnes qui terminaient le mois. Elle parlait des étudiants, Claire. Hein. Elle ne parlait que des étudiants. C'est parce qu'on lui est tombé dessus. Je ne vais pas mettre porte-parole de Claire, mais on écoute bien toute la déclaration. Elle parle des étudiants. Elle comprend effectivement pour les mères isolées, etc., que ça peut être difficile 5 euros. Elle dit que pour la plupart des étudiants, 5 euros, c'est pas la mer à boire, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les ressources, puisqu'on ne contrôle pas notamment les ressources des parents. Mais c'est faux, tout le monde galère, le logement de toute façon. Tout le monde ne galère pas, mais je sais qu'à la France Insoumise, on a l'impression que tout le monde est pauvre, tout le monde galère, tout le monde est Écoutez, dans donnez-moi des chiffres alors, donnez-moi des chiffres, donnez-moi des vrais chiffres, ne me donnez pas comme ça des affirmations en l'air. Aujourd'hui, la pauvreté dans le milieu étudiant, vous voyez que ça n'existe pas. C'est la galère d'être étudiant pour la majorité des étudiants. Non, il y en a, c'est plus la galère aujourd'hui. Vous avez des phénomènes de prostitution, par exemple, dans le monde étudiant. Des personnes qui sont, je veux dire, c'est scandaleux. Vous regardez les rapports qui ont été donnés par l'UNEF chaque année. Il y a un vrai problème de paupérisation dans le monde étudiant. Et puis merde, quoi, on veut que notre pays s'élève avec plus d'étudiants. Ou est-ce qu'on pense qu'il faut qu'on ne pas étudier? Ils étudient, ils font un travail pour nous, pour notre nation. L'UNEF qui est une source très fiable, l'UNEF qui est simplement un terrain de chauffe pour les futurs apparatchiks socialistes. Mais si vous n'aimez pas l'UNEF, regardez les rapports de l'Observatoire des inégalités, regardez l'association féministe sur la prostitution. Là où je vous rejoins complètement, c'est vrai que pour les étudiants qui sont vraiment dans la mouise, parce qu'on pense qu'aux 5 euros, mais il y a concentrant les aides sur ces gens-là qu'on a vraiment besoin. Oui, voilà. Mais il faut rajouter plein de choses dans la vie. Il suffit qu'ils aient un problème de santé. Il y a le comment on appelle ça, le Navigo. Chaque été, il augmente. Enfin, leur carte imaginaire. Et en fait, quand tu fais l'addition de tout, c'est vrai que à la fin du mois, t'es à 1 euro près, quoi. Bien sûr. Mais ça a souvent été le cas des étudiants. Ne faisons pas mine de c'est bien que vous parliez des étudiants. C'est bien d'insister sur les étudiants. Il y a des millions de pauvres dans le pays. Il y a 8 millions de personnes qui gagnent 1 000 euros par mois. Oui. 8 millions de personnes. Louis Gallois, qu'on ne peut pas taxer d'extrême gauche, président de la Fédération des associations pour la solidarité, dit c'est une mesure aveugle et malvenue et qu'il va falloir que ce gouvernement, comme n'importe quel autre, s'attaque à la pauvreté qui ne fait que croître dans le pays. Je vous rappelle qu'en 2012, il y avait 1 million de pauvres de moins. Je veux dire, donc, pourtant, François Hollande nous dit que son bilan est très bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est le chômage aussi qui fait que. Réglons le problème du chômage. Alors justement, là, on fabrique des nouveaux pauvres. Là, concrètement, avec cette mesure, il y a des personnes qui vont passer sous le seuil de pauvreté. Ils fabriquent des nouveaux pauvres. 5 euros par mois, on fabrique de nouveaux pauvres. Oui, puisqu'avec vous passez 5 euros par mois, vous passez sous un seuil de pauvreté. Donc vous avez un gouvernement qui est un gouvernement des nouveaux riches qui fabrique des nouveaux pauvres. Alors, il y a dans l'actualité la question de la nationalisation temporaire des chantiers STX France. Bruno Le Maire doit prendre la parole cet après-midi, peut-être pour annoncer qu'effectivement on va nationaliser l'entreprise, faute d'accord avec les Italiens. Vous êtes favorable ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais d'une façon temporaire ? Non, pas nécessairement temporaire. Moi, je suis pour l'intervention de l'État en matière stratégique. Non, sur les domaines stratégiques. Quels sont les domaines stratégiques de l'État ? Est-ce que fabriquer des bateaux, c'est un domaine stratégique ? Oui, en général, les transports, d'une façon générale, la projection internationale, nationale, le fait de pouvoir être indépendant en matière de transport international, c'est une logique.
Ah, c'est les grands bateaux de croisière. C'est les bateaux de croisière quand même. Hein, mais là, c'est sauver des emplois. Voilà. C'est pas la question du secteur stratégique régalien. C'est un secteur industriel, c'est un fleuron français. Est-ce qu'on veut effectivement qu'il reste chez nous en l'état et qu'on puisse continuer de créer des emplois et rayonner à l'échelle mondiale? C'est ça l'enjeu de la nationalisation. Et un savoir-faire. Pas seulement les emplois. Je veux dire, ouais, mais quand on dit que c'est un fleuron, donc ça veut dire qu'on a un savoir-faire qui c'est-à-dire que c'est se détache des autres. C'est-à-dire que c'est encore une fois un type de métier et de savoir-faire qui intéresse les matières civiles, mais qui n'intéresse pas que les matières civiles. Elles peuvent intéresser le cas échéant les matières militaires. Et ce sont des métiers que lorsque si STX venait à fermer du fait de choix stratégiques d'entreprises étrangères qui préféreraient la fermer plutôt que de la voir prospérer, eh bien c'est un savoir-faire qu'on perd. Sauf que oui, quand on commence les Italiens, les Italiens ou l'un ou l'autre, mais en tout cas au final, alors que c'est une entreprise qui est rentable, pardonnez-moi, elle a le carnet de commande est plein, le carnet de commande est plein, et il y a un savoir-faire qui c'est logique qu'on le défende. Dans ce cas-là où est la limite, parce que si on commence à nationaliser STX, il y a plein d'entreprises en France qui ne vont pas très bien, et on peut imaginer que les salariés vont dire nous aussi, alors soyons sous pavillon de l'État. Ouais, moi je préfère un système où il y a un droit de préemption des travailleurs sur leur outil de travail. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une faveur au fait coopératif. Il y a de nombreuses fermetures d'entreprises qui sont des entreprises qui rapportent des bénéfices sur lesquels, lorsque les salariés vont à la chambre de commerce faire leur proposition de reprise en coopérative, ils ne sont pas entendus. Alors, moi, je pense qu'il pourrait y avoir ce format-là de gestion des entreprises, à condition que les salariés soient d'accord, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit nécessairement l'État. L'État, c'est vrai, doit réfléchir à la stratégie, la vision globale, à l'intérêt général, à l'intérêt large. Voilà. Il existe le modèle coopératif et il a fait ses preuves dans un bon nombre d'entreprises. Faut l'élargir. Les salariés l'ont repris. On a une grille de salaire qui va de 1 à 7, donc on est dans du raisonnable. Tout le monde contribue à la réussite de la société. Alors il y a des secteurs sur lesquels ça peut marcher et il faut effectivement le développer. Il y a d'autres secteurs sur lesquels l'équation économique est pas évidente et par contre ce sont des secteurs stratégiques sur lesquels l'État ne doit pas aujourd'hui abandonner donc sa participation. La clé, c'est le droit de préemption, parce que là, par exemple, sur l'affaire STX, pourquoi est-ce que c'est possible de racheter? C'est parce que l'État, qui est déjà propriétaire de 33%, a un droit de préemption sur le reste du capital. Et c'est pour ça qu'on avait dit à la France Insoumise qu'en cas de délocalisation, il faut que les salariés aient un droit de préemption. C'est-à-dire, à partir du moment où l'actionnaire veut vendre, eh bien, il y a un droit des salariés à venir acheter prioritairement sous la forme d'une coopérative. Et puis l'autre dossier qui dure et qui est un véritable casse-tête, pas seulement en France, c'est celui des migrants. Tout à l'heure, on parlait de Cédric Herrou. Et après, je vous ferai réagir sur les propos d'Emmanuel Macron qui, ce matin, était dans un centre et qui a fait une déclaration. Mais sur le défenseur des migrants, Cédric Herrou, celui qui aide visiblement des migrants à venir d'Italie jusqu'à chez lui. Et ensuite, il tente de les accompagner pour une demande d'asile. Est-ce que c'est un délinquant, selon vous ? Formellement, il contrevient à des règles existantes qui ne devraient pas, selon moi, exister. C'est-à-dire le délit de solidarité, selon moi, ne devrait pas exister. Alors c'est pas pour ça qu'il est poursuivi. Il est poursuivi pour aide à l'entrée et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le délit de solidarité. Parce qu'en réalité, ou alors le délit de passeur. Alors, c'est tout. En fait, le problème, c'est que cette incrimination-là, aide au séjour, circulation, etc. En fait, vous voyez bien qu'elle recouvre tout un tas de choses. Elle recouvre à la fois le passeur immonde qui va prendre toutes les économies d'un village entier pour mettre une famille en danger sur un bateau. Elle recouvre Cédric Herrou. Elle recouvre peut-être le bus qui a transporté quelqu'un de la frontière jusqu'au village d'après, puisqu'il a facturé le ticket de bus pour facturer quelqu'un d'un sans-papier. Vous voyez, donc il y a un problème avec cette incrimination. Il faut séparer, selon moi, les choses. Et le parquet a raison de le poursuivre ? Non, je pense qu'ils font. Je pense que ils font du zèle. Et d'ailleurs, j'ai une consoeur Cota là-bas aussi dans la vallée de la Roya qui dit ça fait des années. On est dans une région limitrophe, c'est classique, les régions frontalières comme ça. Les gens passent et puis à un moment donné, ils sont sur ton terrain, ils errent. Tu les reçois. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel on a des injonctions contradictoires de la société. C'est-à-dire, on nous dit il faut avoir un peu de cœur face au désespoir des autres. On nous dit, certains, même dans leur foi, on leur dit il faut aider les autres. Et puis après, l'État dit du coup, tu as fait ça, tu vas être condamné. Donc ça va pas. Là, il faudrait mettre les règles légales en conformité avec la réalité. C'est-à-dire, il faut strictement limiter les condamnations et les poursuites à des phénomènes de trafic. Qu'a dit le président de la République? Emmanuel Macron, qui était dans le Loiret sur le thème des réfugiés, a dit « Je ne veux plus personne dans les rues ».
Vaste objectif, vaste programme. On se souvient d'un premier socialiste, Lionel Jospin. Tu te souviens? Ils l'ont dit ça. Tu te souviens qu'il y avait dit 0 SDF dans la rue. Bon, je ne veux plus de personne dans les rues. C'est vrai qu'on les voit, ces migrants dans nos rues, notamment quand on habite dans les grandes villes comme à Paris. Et chaque fois, on se dit, c'est pas possible, ces situations. Notamment, il y a des familles, des enfants, etc. Je ne veux plus personne dans les rues. Une fois qu'on a dit ça, la priorité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais là, je vais vous dire, je suis pétrifiée parce que je me dis, mais imaginez la personne à qui on vient de baisser 5 € ses APL. Et le même jour. Non, mais écoutez, et le même jour. Vous êtes d'une démagogie. Non. C'est pas de la démagogie. Pas les sujets après, vous dites que vous combattez le racisme, vous combattez la xénophobie. Mais moi, je dis pas que eux, je fais ça. ils en fabriquent, pardonnez-moi, ils en fabriquent. Ils voudraient jeter la population française, je veux dire, contre les immigrés, ils feraient exactement ça. Parce que vous pouvez pas, c'est le même sujet. Une personne, une famille, on lui enlève 5 € par mois et le même jour, le président, il dit, ah, mais les migrants, eux, il faut pas qu'ils soient dans la rue. Mais madame, les gens sont moins binaires que vous. Moi, je suis sûr que les gens font la part des choses. Ouais, bien sûr. Entre acheter des pâtes et acheter pas de pâtes, c'est vite vu, c'est sûr. Sont conscients. Oui, mais vous arrivez avec vos pâtes. Écoutez, je suis désolé, parce que 5 €, c'est ça que ça achète. Vous arrivez dans une assemblée qui a été renouvelée, dans laquelle il y a beaucoup de gens qui viennent du secteur privé, qui connaissent l'entreprise, qui savent ce que c'est que de créer une entreprise, de travailler, de se battre pour avoir des clients. Nous, on ne sait pas, nous. Non, vous n'avez. Nous, on n'a jamais travaillé de notre vie, nous. Je suis désolé, madame. Je regarde les députés qui sont chez vous. On a reçu l'autre jour madame Autain, qui était tout à fait charmante, mais je suis pas sûr qu'elle ait fait une carrière foudroyante dans le privé. J'ai quand même l'impression que vous êtes des apparatchiks beaucoup plus déconnectés. La carrière de beaucoup plus déconnectés que les gens, beaucoup plus déconnectés que les gens que vous accusez de déconnexion. Donc arrêtez avec vos histoires de pâtes. Tout ça, ce sont des coups démago. Et vous, en plus, vous faites quelque chose qui est fortement désagréable, c'est que vous pariez sur la bêtise des gens. Vous pensez qu'ils vont être assez binaires pour avoir l'impression qu'on n'aide pas les Français et qu'on aide les étrangers. C'est pas vrai. Moi, je pense qu'ils font la distinction. D'ailleurs, on a vu qu'on a eu de très nombreux auditeurs qui étaient tout à fait favorables à Cédric Héroux. Et je crois que les gens sont tout à fait favorables à ce qu'on mette dans des abris les familles de migrants qui dorment dans la rue. Et c'est pas parce que concomitamment, on essaye de gérer les finances. Ils n'acceptent pas pour autant que eux, on leur enlève leur aide. Plus que d'avoir la crainte de voir les gens à qui on enlève 5 € de s'opposer aux migrants, ce que j'espère pas quand même, parce que on a fait preuve et face à des actes de barbarie qui n'ont pas fragmenté la communauté nationale. Donc j'espère effectivement qu'elle va pas se fragmenter dans ce genre de mesures, à travers ce genre de mesures, même si j'ai dit que je le regrettais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus la crainte de voir le président de la République faire une promesse sans lendemain qui m'inquiète qu'autre chose. Oui, expliquer qu'il n'y a plus personne dans les rues. Quand on connaît le gigantisme du problème, parce que je veux dire, et ce qu'il faudrait mettre comme moyen politique, comme volonté politique, c'est possible, mais il en faudrait des tonnes. J'ai pas le sentiment qu'il prend cette direction. On verra ce que Macron fait suite à ça. Merci Raquel Garrido. Merci d'être venue dans les grandes gueules. Et bonne chance pour. J'espère que vous facturerez cher la pub avant et après mon passage. Ça rapportera de l'argent à Drahi. Vous avez vu qu'on n'est pas méchant. Oh non. Très méchant. Vous pouvez dire vive la France après cette émission. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous félicite pas par rapport à ce que vous avez fait à Daniel. On a posé une très bonne question et on la reposerait si on devait le faire. C'était honteux. Merci. C'était honteux. Non, ce qui est honteux, c'est votre arrière-pensée qui est honteuse. Ah non, j'ai pas d'arrière. Non, mon arrière-pensée, elle n'est pas arrière, elle est devant déjà. C'est les arrière-pensées exprimées par la France Insoumise dans cette histoire qui sont. D'ailleurs, Alain Marchal l'a reconnu quand il a interviewé ici. Déjà, il n'est pas là pour s'expliquer. Oui, mais moi j'ai regardé l'interview qu'il a faite d'Alexis Corbière le lendemain, et je veux dire, il emmenait pas large parce qu'il a bien compris. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. On a quand même. Vous savez, et de temps en temps, vous vous trompez. Et de temps en temps, vous vous trompez. C'est vous qui portez des accusations à Vous avez accusé de racisme. Unanime, c'est non. De temps en temps, vous vous trompez. Vous faites des procès en sorcellerie. Non. Bon, écoutez, si vous ne trompez jamais, que là, on s'est pas du tout trompé. C'était une question tout à fait judicieuse. Tout à fait judicieuse. Est-ce que vous dites vive la France? D'ailleurs, vous aviez dit qu'elle était, vous aviez même menti puisque vous aviez dit qu'elle était aux indigènes de la République, ce qui était un mensonge. C'est ce qu'avait dit quelqu'un qu'on a sur les chaînes de télévision, vous mentez. Non, sur le moment même, vous vous trompez. Quand on m'a démenti, on m'a dit qu'elle n'était pas membre des indigènes. J'ai immédiatement dit à une réunion. Elle était sympathisante, on va dire. Je pensais qu'elle était membre. Vous n'avez pas dit mais à culpa, vous avez fait ah bon? Et demander à un député, est-ce que vous dites vive la France, c'est une question tout à fait légitime. Ne pensez qu'on ne peut pas la poser la question parce que vous n'avez pas envie de dire vive la France ce matin. Je viens de vous poser la question, mais vous ne l'avez jamais demandé à notre élu. Jamais.
Parce que c'était sur un fait très précis. Je vais terminer parce que c'est. Elle a défendu la liberté d'expression d'un groupe qui avait dit nique la France. Très bien. Très bien. Et donc je pense qu'on peut demander à une députée de dire vive la France quand elle devient députée, puisqu'elle c'est une nouvelle élue. C'est une espèce de bizutage machiste. Et c'est parce qu'elle est de couleur. Si je peux en passer une, c'est parce qu'elle est de couleur. Parce qu'elle est de couleur. C'est une femme de couleur que tout d'un coup on nous a accusé de racisme. Je pense que ceux qui ont cette idée dans la tête sont eux-mêmes racistes et ont un problème avec ça. Oui, alors ça c'est un peu facile, mais moi je pense effectivement. C'est facile, mais je pense que c'est vrai. Parce que quoi ? Parce qu'en fait votre truc c'est de dire elle n'est pas noire, je ne l'ai pas vue. Ah bon, elle est noire, je ne le savais pas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas posé la question parce qu'elle était noire. Vous êtes obsédé par ça. Bien sûr. Donc on nie les phénomènes culturels. On nie. Mais c'est pas grave. Ça arrive à plein de gens d'avoir l'esprit mal placé. Merci Raquel et notamment à ceux qui ont demandé à Daniel Obono de dire vive la France, ils ont l'esprit très mal placé. Merci. La vie de GG à suivre.